Mais pour ceux qui nous regardent et qui se demandent s'ils sont dans la légalité ou pas, je voudrais voir avec vous précisément qu'est-ce qu'on appelle illégal. Parce qu'il y a des sites où clairement on paye rien, on prend sans rien payer. Et puis il y a des sites un peu zone grise. Il y a Méga Vidéo, il y a les newsgroups, on paye 5 dollars, 10 dollars, 5 euros, 10 dollars par mois et on trouve tout ce qu'on veut. Où est la légalité? Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui n'est pas illégal, qui n'est pas légal? Vous qui êtes avocat. Oui, c'est ce qu'on a dit en introduction. Ces sites-là, même si vous avez payé, ils mettent à disposition du public. C'est pas uniquement à vous. Et la seule copie autorisée par le droit d'auteur français, c'est la copie privée dans le cercle de famille. C'est-à-dire que vous achetez votre CD ou votre musique, et vous la copiez et vous l'écoutez dans votre cercle de famille. Mais la mise à disposition publique, elle, est une légalité si on n'a pas eu d'autorisation des ayants droit ou de l'auteur. Alors après que vous téléchargez une copie qui est elle-même illégale, ça a déjà été jugé que malheureusement, vous êtes dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Oui, c'est l'illégalité. L'illégalité. Oui, tout à fait. Et donc là, je suis susceptible d'être attrapé par Adopi et éventuellement de payer une amende? Eh ben non, parce que techniquement, en fait, vous avez donné l'exemple de Méga Vidéo ou des newsgroups. Ce sont des systèmes de téléchargement où ce que vous téléchargez, vous ne le repartagez pas en échange. Or, les polices privées mises en place par les ayants droit dans le cadre de la Hadopi, qui vont écouter sur Internet, elles ne peuvent pas aller écouter chez vous, elles ne peuvent pas aller écouter sur le réseau. Elles ne peuvent que se positionner, eux, comme téléchargeurs et regarder qui partage quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la Hadopi et les polices des ayants droit mis en place, comme la société Trillium Media Guard, par exemple, pour la musique, ne vont voir que ce que les internautes partagent. Donc les deux exemples techniques que vous nous avez donnés sont des systèmes de téléchargement où on ne partage pas, donc ils ne sont pas sous le radar de la Hadopi. Donc ils ne sont pas repérés, mais ce qui est important, c'est que c'est quand même illégal. Il faut quand même le dire très, très précisément. Et Emmanuel Paquette, on a vraiment l'impression que chaque fois, il y a un problème technique qui fait qu'on n'y arrive pas. Non, mais c'est le cas, sauf que tout le monde ne connaît pas encore Méga Vidéo, même si c'est un des sites les plus visités aujourd'hui en France. Vous avez oublié de citer Méga Érotique, mais je suis sûr c'est parce que vous ne vous y rendez jamais, mais il existe quand même. C'est le même système, c'est le même principe? Le même principe, pour des contenus un tout petit peu différents. Qui en général ont beaucoup de succès sur Internet. Exactement, parce que cette industrie-là aussi a des difficultés avec le piratage. Elle a même lancé une grande campagne de communication aux États-Unis pour la protéger du piratage. C'est peut-être même la plus exposée aujourd'hui, mais on en parle moins. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement ces systèmes-là, entre guillemets, sont difficiles, même pour le consommateur final. Il est difficile de savoir si c'est légal ou illégal, parce qu'aujourd'hui il y a des sites légaux qui vous proposent de télécharger légalement contre le visionnage de publicité. Il y a un site de musique en France, par exemple, qui le fait, etc. Donc il est difficile de comprendre pourquoi celui-là est légal et un autre qui vous permettra la même chose sera lui illégal. Donc aujourd'hui, il y a un manque de visibilité totale. Il faut que, entre guillemets, il faudrait que l'internaute lambda sache faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et c'est pas clair du tout aujourd'hui. En général, en lisant quand même les conditions d'utilisation, la façon dont se présentent les sites, on peut déceler quand même si, je dirais que quand le téléchargement est légal, c'est dit, ça fait partie, je dirais, du marketing du site, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça au final. Je ne partage pas votre point de vue, parce que pour reprendre Méga Vidéo dit tous les contenus mis en ligne sont légaux. Si vous voyez un contenu illégal, prévenez-nous. C'est ce qui est marqué noir sur blanc sur Méga Vidéo. Et d'ailleurs, l'ALPA, qui est le représentant en France de tous les ayants droit du cinéma, envoie des milliers de requêtes à Méga Vidéo pour retirer ces contenus, parce qu'ils ont le droit de demander à Méga Vidéo de enlever ces contenus, mais ils mettent un certain temps à répondre, puisque le site est basé à Hong Kong. Vous voyez, le temps entre le moment où on envoie la requête et le moment où on le retire, le contenu, il se passe un certain temps. Mais est-ce que ça ne pose pas le problème de la loi et du pouvoir du politique? Le président Sarkozy était cette semaine, je crois, dans un lycée, et justement la semaine où la loi française permet aux pirates de recevoir des avertissements. Écoutez ce que Nicolas Sarkozy avait à dire à ce sujet, justement. Je ne laisserai pas détruire les droits d'auteur, la protection des artistes, la protection de la création. Je ne laisserai pas détruire le livre, je ne laisserai pas détruire le disque, je ne laisserai pas détruire le cinéma. C'est trop important pour notre pays. Voilà. Hein? Et par ailleurs, je pense que les serveurs d'accès, un certain nombre de gens gagnent assez d'argent. Hein? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ils ne seront pas pillés. Olivier Itani. Oui, dans le camp des anti-Hadopi, il y a des gens qui sont contre le droit d'auteur, on va appeler ça, je sais pas, le copyleft, etc.
Et puis l'immense majorité des gens qui sont opposés à Adopi n'ont rien contre le droit d'auteur. Ils pensent simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est pas applicable. Et puis il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on est en train de créer une immense société du contrôle et de la surveillance. Parce que l'Adopi va vous envoyer un premier email. Elle doit ensuite contrôler que vous vous conformez à cet email. Et puis ensuite, si vous ne vous conformez pas, elle doit donc contrôler que le deuxième avertissement n'a pas été respecté. Et on va aboutir, et moi c'est ça qui me fait le plus peur en tant qu'avocat, c'est qu'on aboutit à une société de la surveillance et du contrôle qui paraît disproportionnée par rapport à l'enjeu. Si je vous dis que dans certains pays, on coupe les mains aux voleurs, et vous allez être, comme moi, complètement scandalisé, je ne suis pas pour le vol pour autant. Simplement, c'est un rapport à la loi qui est vraiment problématique. Oui, pour revenir sur méga érotique, je ne fais pas une obsession du tout pour le coup. Ah ben on pourrait le croire. Mais imaginez que vous téléchargiez des contenus illégaux du type pornographique. Si l'Adopi à un moment donné le voit, elle va vous envoyer une lettre sur laquelle, a priori, le nom du fichier vidéo que vous avez téléchargé va apparaître. Et donc, si c'est votre femme qui réceptionne ce courrier, elle va être au courant que vous avez téléchargé des films érotiques. Ben oui, mais si c'est le but recherché, c'est assez dissuasif. Oui, ça peut aussi faire voler en éclats des couples. Et l'Adopi n'est pas là, n'est pas faite pour ça. Donc, il y a un moment donné, c'est de la responsabilité personnelle des gens de regarder ce qu'ils souhaitent. Et c'est pas à la femme de réceptionner le courrier ou même aux enfants. Imaginez que ce soit votre enfant qui réceptionne le courrier, il peut être choqué. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de partager tout ce qu'on regarde avec l'intégralité de sa famille. Alors, bon, c'est vrai que le courrier sera recommandé, donc normalement, bon. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose qui nous a énormément choqué dans l'Adopi, c'est le fameux logiciel de sécurisation. Parce qu'en fait, une chose qui est sûre, c'est que, comme disait M. Itanu tout à l'heure, il y a autour du téléphone, il y a cet aspect de service universel. Et la première version de la loi Adopi a été censurée par le Conseil constitutionnel parce que pour la coupure d'accès Internet, il n'y avait pas l'intervention d'un juge. Donc on n'avait pas le moyen de se défendre. C'était de la justice expéditive. Et donc logiciel, c'est quoi ce genre de logiciel? Alors donc justement, la deuxième version de la loi, ils ont tourné ça d'une autre façon en disant, alors c'est pas un problème de téléchargement qu'on va vous accuser, c'est un problème de non-sécurisation de votre accès Internet. C'est-à-dire qu'on ne vous accuse pas vraiment de télécharger, on vous accuse de ne pas avoir sécurisé votre accès Internet, et donc soit vous, soit quelqu'un d'autre, en ayant utilisé votre accès Internet à votre insu, a téléchargé. Et donc, poussant le vice jusqu'au bout, ils se sont dit, donc on va labelliser des logiciels de sécurisation de votre accès Internet. Donc on va installer un logiciel chez vous. Voilà, on va vous proposer d'installer, c'est pas obligatoire, mais on va vous proposer d'installer un logiciel chez vous pour essayer de vous dégréver, de dire non, c'est pas moi qui ai téléchargé, la preuve, j'avais installé le logiciel de sécurisation. Sauf que ce dont on se rend compte, en lisant les spécifications, en lisant ce que demande la Adopi pour labelliser ce logiciel de sécurisation, c'est que c'est un logiciel de contrôle des usages. Donc non seulement ça ne va pas vous sécuriser votre accès Internet, mais ça va contrôler ce que vous avez fait de votre accès Internet. Est-ce que vous avez utilisé un logiciel de peer-to-peer? Est-ce que vous avez été sur un site qui se regarde dans une liste grise ou noire ou blanche? Mais vous avez entendu parler de Google. Vous savez à quel point Google surveille tout ce que vous faites, vous, monsieur? Oui, on est au courant. Alors pourquoi est-ce que la puissance publique, je me fais un peu l'avocat du diable, mais pourquoi est-ce que la puissance publique qui défend les créateurs n'aurait pas le droit de vérifier un peu ce que vous faites aussi, alors que vous permettez à Google, à Facebook, à tout le monde de le faire matin, midi et soir? On leur permet, si on veut bien. Là, ils utilisent ça comme un moyen dans la loi pour éventuellement faire valoir le fait qu'on était de bonne foi. Mais c'est un déséquilibre total. C'est-à-dire qu'on demande aux internautes d'installer eux-mêmes leur propre, de déterminer eux-mêmes leur propre prison numérique. Enfin, D'abord, on ne permet pas à Google de faire tout et n'importe quoi. Et puis, je pense qu'il y a un grand débat, notamment dans le monde de l'édition, qui revient à peu près au débat qu'il y a dans le monde de la musique. Donc c'est Google en face. Hein. Donc Google n'est pas neutre, loin de là. Moi, je pense que finalement, le sens de l'histoire, c'est que l'Adopi va à l'encontre des usages de l'Internet. C'est-à-dire qu'on a la rencontre du monde de la musique et du monde de l'Internet. Le monde de l'Internet, c'est finalement la liberté individuelle, la liberté de partager, la liberté de se mettre en réseau, une formidable plateforme de partage, d'opinion, de contenu. Et on va aller essayer de réguler ce qui fait l'essence même de l'intérêt de l'Internet, c'est-à-dire la liberté. Et on ne peut pas être dans une stratégie sécuritaire alors que, justement, Internet véhicule pas ça, quoi. Et je pense que, bon, après, pour les musiciens, en plus, c'est un formidable terrain d'expression. On risque de tuer la poule aux œufs d'or. Absolument. Mais vous, alors votre album, là, donc je rappelle que le groupe s'appelle Wayne Chapel et l'album s'appelle Guerrier solitaire, vous allez le vendre comment?
Alors, on vend sur le web, donc sur les plateformes de vente en ligne. On le met à disposition en partie des internautes gratuitement pour se faire connaître, parce qu'on estime que c'est aussi comme ça Comment vous faites pour le mettre gratuitement? On a un site web, waynechappell.com, et sur ce site, vous pouvez télécharger une partie du contenu gratuitement. Une partie. Un peu incitatif. C'est un peu incitatif. Et puis on a un clip, pareil, qui est accessible, mais tout est gratuit. C'est-à-dire que l'ensemble des contenus sont gratuits. Et la stratégie gagnante, à ce stade, quand on n'a pas une notoriété importante, c'est de pouvoir jouer en concert et d'avoir accès à son public, quoi. Emmanuel Paquette, est-ce que finalement c'est pas ça la solution, de faire confiance aux pirates et se dire que pirate un jour finira par devenir consommateur? Ça l'est peut-être déjà d'ailleurs. Il est fort probable que celui qui pirate soit aussi un consommateur. Ce qui met pas dans l'argent pour acheter par exemple de la musique ou de la vidéo, il va peut-être le mettre dans un autre fichier musical ou un autre fichier vidéo. Ou peut-être simplement à s'acheter un nouvel iPod ou s'acheter un nouveau disque dur externe par exemple. Donc il n'y a pas nécessairement une destruction de valeur, il y a probablement de la valeur qui est déplacée. Le problème c'est qu'aujourd'hui aucune étude ne dit où est déplacée cette valeur. Alors on voit chez Apple qu'il y a une explosion des iPods, et parallèlement il n'y a pas une explosion des ventes sur iTunes qui permet de télécharger de la musique. Donc il y a un peu une dissymétrie, une asymétrie entre les deux éléments. Est-ce que ça veut dire pour autant que les gens mettent énormément de fichiers piratés sur l'iPod, ou simplement prennent leur CD qu'ils ont acheté et le numérisent et le mettent sur l'iPod? Par exemple, ça on ne le sait pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de zones noires, d'études qui manquent, d'études qualitatives, pour savoir ce que font exactement les gens et où est transférée la valeur. Et aujourd'hui, c'est très difficile de le savoir. Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est ce dont on se rend compte, c'est que comme disait donc notre musicien, Internet est un fabuleux moyen d'expression. La comparaison qu'on fait souvent, c'est que Gutenberg, ça a permis aux gens de lire des livres, parce que ça a permis la massification de l'impression. Mais on ne peut pas pour autant tous imprimer, parce qu'il faut une imprimerie et compagnie. Avec Internet, ça permet aux gens d'écrire. N'importe qui peut publier, on peut diffuser très facilement de l'information, et donc ça a mis à mal un principe fondateur de toute la poule aux œufs d'or des majors de films et de disques depuis 20 ans, qui est, quand on le regarde de près, c'est une aberration historique, c'est nouveau. Ça fait 20 ans à tout casser, pas beaucoup plus, qu'il y a cette espèce de poule aux œufs d'or du film et du disque, qui était basée sur la rareté du bien, c'est-à-dire qu'il fallait imprimer un vinyle, imprimer un CD, ça avait un coût, il fallait le distribuer, il fallait le mettre dans des boutiques. Avec Internet, on n'a plus du tout cette rareté-là. Et donc, cette explosion-là de la rareté fait qu'il faut trouver des nouveaux moyens, des nouveaux modèles économiques pour la culture. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que les gens sont plus prêts à payer pour un disque. En revanche, ils vont investir leurs moyens d'accéder à la musique. On va se payer un iPod, on va se payer l'accès à un site particulier, on va se payer un accès à Internet, par exemple. C'est aussi donc c'est là qu'on met la valeur, c'est dans l'accès, c'est plus tellement dans le contenu. Et le musicien que vous êtes, il s'en sort comment? Le musicien que je suis, il s'en sort comme il peut déjà, parce qu'effectivement, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à essayer de faire de la musique et à pas forcément gagner de l'argent, gagner suffisamment d'argent pour vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, après, il y a des pouvoir faire en sorte que les créateurs, dans leur diversité, puissent s'exprimer. Le modèle économique, le modèle purement business ne suffira pas. C'est évident que le produit culturel n'est pas un produit viable sur le plan économique d'emblée. On peut pas, c'est pas possible, quoi. Donc on a forcément le besoin d'être soutenu par d'autres moyens de financement qui proviennent de l'État ou qui proviennent du monde privé, mais qui sont plus de l'ordre du mécénat ou du soutien aux produits culturels. Emmanuel Paquette. Il y a quand même des éléments, parce que tout ça semble assez négatif et noir, mais il y a quand même des éléments qui laissent à penser que des choses peuvent arriver. Aux États-Unis, par exemple, l'un des plus grands tourneurs de concerts et d'organisateurs de concerts qui s'appelle Live Nation aujourd'hui a fusionné avec une autre société qui s'appelle Ticketmaster, qui vend des tickets. Donc on voit une intégration verticale entre d'un côté celui qui organise les concerts et de l'autre côté l'un des plus grands vendeurs de tickets. Les deux réunis, on voit une intégration d'un marché. Et les majors commencent aussi à regarder ça pour intégrer aussi des activités de concert à l'intérieur de leur propre structure. Donc ça, c'est un premier phénomène. On ne sait pas si ça peut aboutir à un nouveau modèle économique, mais en tout cas, c'est une piste. Une autre piste qu'on voit sur Internet, c'est que à force de consommer énormément de choses, il y a des algorithmes qui reconnaissent un peu vos goûts au bout d'un moment et qui peuvent vous proposer des artistes en lien que vous ne connaissez pas, mais en lien avec vos goûts passés et vous faire découvrir des nouveaux artistes dont vous n'avez jamais entendu parler. Et du coup, ça peut créer un acte d'achat impulsif
et légale pour le coup sur des nouveaux artistes dont vous aviez jamais entendu parler. Et là, c'est une situation gagnant-gagnant pour celui qui écoute de la musique et pour celui qui crée la musique. Merci beaucoup d'avoir terminé sur cette note optimiste dans un dossier où nous avions commencé de manière un peu pessimiste en disant on n'y arrivera jamais. Mais si, on est arrivé à trouver des perspectives prometteuses pour l'avenir de la création culturelle sur Internet. Merci à vous d'avoir suivi le débat de France 24.